Des tragédies ont marqué le sport automobile, du Mans 1955 au circuit de F1 et d'Indianapolis, 44 vies ont été perdues. Aujourd'hui, nous honorons leur mémoire. La foule compte 250 000 personnes entassées derrière le mur de soutènement. Soudain, une collision survient et la voiture de course fonce dans la foule qui devient alors un horrible engin de mort. Certains spectateurs parviennent à s'échapper, mais près de 200 autres sont piégés sous la voiture. Le réservoir d'essence du bolide a explosé. Des morceaux de métal brûlant ont été projetés au milieu de la foule. Incendie, panique et tragédie. Après avoir franchi le virage, une chicane particulièrement serrée située juste avant les tribunes, Mike Hawthorne change brusquement de direction pour rentrer au stand. Lance McLean, au volant d'une Austin Ellie, se déporte sur la gauche pour éviter de le percuter, croisant sans le savoir la trajectoire de Pierre Lévesque, au volant de sa Mercedes. La roue avant droite de ce dernier vient heurter l'arrière de la voiture de Lance McLean, le catapultant à pleine vitesse sur un talus de terre. De gros débris dont le bloc moteur, le radiateur, la suspension avant et le capot de la Mercedes volent dans la zone de spectateurs bondés devant la tribune, fauchant tout le monde sur leur passage. Alors que les survivants parviennent à s'enfuir, la voiture construite dans un alliage de magnésium hautement inflammable se consume de façon totalement incontrôlable. 1960. Les pilotes ont leur prime de départ, mais Francorchamps, plus que jamais, va prélever son dû. Rupture mécanique pour Sterling Moss, éjecté de sa Lotus avec de multiples fractures. Mike Taylor fait un tout droit dans les arbres. Le virage de carrière aura raison de sa carrière. Burnanville va faucher 2 fois. Chris Bristow décapité par une clôture, puis Alan Stacy percuté par un volatile et sorti à pleine vitesse. Cette fois, les choses doivent changer. À cette époque, les circuits étaient complètement différents de ceux d'aujourd'hui. À Hockenheim, il y avait des sapins partout. La piste se trouvait en plein milieu. Donc, si l'on perdait le contrôle de la voiture, on risquait forcément d'atterrir dans un de ces sapins. Il a mal évalué la trajectoire. Évidemment, il n'y avait pas de radio à l'époque. Et puis, une Porsche est arrivée. Cette voiture de sécurité s'est arrêtée au stand et on nous a dit « Jim Clark, Jim Clark ». J'ai répondu « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on m'a dit de venir. Ensuite, j'ai vu une ambulance. Elle se trouvait sur le côté, à moitié dans l'herbe et sur le bitume. Puis, j'ai vu quelque chose que je n'aime pas me remémorer. J'ai vu une partie de la monoplace avec le réservoir qui pendait à l'arrière. Il n'y avait plus de moteur ni de boîte de vitesse dans la voiture. Il n'y avait plus rien. On pouvait voir une trace par terre, à quelques mètres. C'était là que le moteur et la boîte de vitesse avaient atterri, après avoir percuté l'arbre. Graham est intervenu. Il a été absolument fantastique. Quel homme. Il a pris les choses en main. Il a dit « Enlevez la voiture, on va l'emmener au paddock ». Puis on a commencé à charger ce qu'il restait de la voiture. Ensuite, Graham a dû se rendre à Mannheim pour identifier le corps.
Les qualifications avaient lieu tôt dans l'après-midi. Il a freiné avant la parabolique et la voiture a continué sur la gauche. Le frein avant a simplement lâché, ce qui lui a fait perdre totalement le contrôle de la voiture. Jochen n'attachait jamais entièrement son harnais. Donc, quand il a touché la glissière de sécurité, il s'est enfoncé dans le cockpit. Je crois que la boucle du harnais, celle qui se trouve au centre du harnais, lui a causé de graves blessures. Jackie est allé à l'hôpital. Et il a été choqué de voir ce camion à côté de l'hôpital avec le corps de Rindt à l'intérieur. Ça montrait bien les limites de la course automobile à l'époque. Il n'était pas assez bien attaché et il n'a pas bénéficié du bon équipement qui lui aurait permis de survivre. À cette époque, en Autriche, les courses n'étaient pas retransmises à la télévision. On écoutait la radio et on a appris que Jochen avait eu un gros accident. Puis, on a finalement découvert qu'il était décédé. Il n'y avait ni docteur, ni infirmière, ni prêtre avec lui. Personne. Il n'y avait que Jochen Rindt et des restes de buissons et d'autres débris qui venaient du circuit. C'était dur à encaisser, parce que cet homme était sur le point de devenir champion du monde et il venait de mourir. Personne ne semblait s'en soucier. C'était un moment terrible dans l'histoire de la F1. Et ce genre de choses arrivait souvent à l'époque. Ça n'arriverait plus aujourd'hui. Même s'il n'a pas participé aux 3 dernières courses parce qu'il a été tué à Monza, ça a suffi pour qu'il remporte le championnat du monde. On était tous contents que ce soit lui qui devienne champion du monde. Parce que c'était le meilleur pilote et le plus rapide de cette saison. Donc, ça allait de soi qu'il l'emporte. C'est le seul homme à être devenu champion du monde sans le savoir. Il y a eu cet accident à Nürburgring. Je lui ai répondu, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu as été brûlé, mais ça va. Je me suis dit, c'était une bonne chose que je me dise ça parce que, malgré l'accident, mon cerveau fonctionnait encore. Mon corps ne répondait pas. Les brûlures étaient sévères, mais Niki était quelqu'un de pragmatique. C'était physique de piloter ces voitures. L'année 1982 sera marquée par les accidents mortels de Gilles Villeneuve à Zolde et de Riccardo Paletti à Montréal. J'étais derrière à 40 mètres. Là, je me suis arrêté, je suis allé le voir. Et j'ai vu que malheureusement, c'était fini. Je venais de perdre mon meilleur copain. Je l'ai revu après, j'ai vu des photos, des images, j'ai vu. C'est terrible. Il m'a fallu pas mal de temps pour être capable de les supporter. Même encore aujourd'hui, je ne peux pas. Il y a des années pas bonnes, quoi. Je veux dire, il y a des week-ends, faut pas être là, quoi. Il faudrait les oublier. En réalité, Gilles Villeneuve, connu pour sa fougue, sa combativité, son sens du spectacle aussi, venait d'apprendre que son équipier Didier Pironi l'avait dépassé en réalisant le 6e meilleur temps. Le Canadien, vexé, avait donc repris la piste, le couteau entre les dents. Question de fierté sans doute, car Villeneuve, tout le monde le sait, n'a pas du tout apprécié la trahison de Pironi à Imola il y a 15 jours. La rivalité entre les deux champions avait alors éclaté. Le Français à Calais. Tout le peloton parvient à l'éviter.
Alors qu'il a assuré la veille la pole sur piste sèche, le destin lui fait croiser la route d'Alain Prost, celui qui deviendra le premier champion du monde français. Il pleuvait beaucoup, vous le savez, la visibilité était pratiquement nulle. Didier Pironi, qui arrivait très vite, a vu Dali dépasser Prost, mais il n'a pas distingué, en raison justement des gerbes d'eau, la Renault de son compatriote. Moi, je partais avec des plaquettes de frein à rôder, donc j'ai roulé complètement sur la gauche parce que j'allais lentement. Derek Eddy m'a passé sur la droite, et tout de suite après, j'ai senti un choc derrière. Je pense que Didier n'a pas vu ma voiture, il a été certainement surpris. Sont arrivés assez rapidement, mais ils ont mis un certain temps. On parle de 20 minutes pour dégager Pironi, qui était donc tout à fait conscient, qui a lui-même enlevé son casque. Après 20 minutes d'effort, Didier Pironi est transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Heidelberg, où l'on diagnostique une double fracture des jambes et du bras gauche. Je sais que c'est dangereux tout ça à Hockenheim, on atteint des vitesses de pointe invraisemblables. Vous avez ces arbres autour de vous, donc la pluie, il y a un brouillard permanent quand il pleut, on voit pas beaucoup. On atteint des vitesses de 300 et quelques km/h à l'époque. Donc je lui dis, il faut avoir envie. J'avais pas envie, donc j'ai pas envie, je le fais pas. Moi, je le dis toujours, je le dis depuis 10 ans, il ne devrait pas y avoir de course sous la pluie, voilà. Et moi, je peux vous dire que demain, s'il pleut comme ça, moi, je ne courrai pas ici quand même. Ben, lui, il voulait parce qu'il fallait qu'il gagne, il fallait qu'il ait la meilleure auto pour le lendemain, il fallait tout comme ça. Donc moi, je comprends qu'il soit sorti, qu'il ait attaqué, qu'il ait dû, voilà quoi. Ferrari, et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il fallait tourner. Moi, je me souviens de cette décision qui est prise dans le camion, qu'il allait sortir pour essayer les pneus de développement. Enfin bon, erreur. Puis il se trouve avec Prost. Erreur. Pourquoi les deux? Moi, je mets pas ça sur la malédiction, non, je mets ça sur la fatalité. Le Grand Prix de Saint-Marin 1994 sera marqué comme l'un des plus sombres de son histoire. Roland Ratzenberger, 33 ans, avait signé chez Simetec Ford pour 5 Grands Prix. Est tombé juste devant sa voiture, puis est passé sous ses roues avant. Il n'a pas pu contrôler la voiture, a foncé dans le mur juste avant le virage de Tossa et a été tué sur le coup. C'était très dur, parce qu'en tant que commentateur, il faut rester calme dans ces moments-là. Il faut penser à ce qu'on pourrait dire. La situation était terrible. C'était le premier accident mortel lors d'un week-end de Grand Prix depuis 1982 avec Gilles Villeneuve, puis Riccardo Paletti. J'étais sur le circuit à ce moment-là. Je me suis rendu sur le lieu de l'accident et je pouvais voir des trucs violets partout sur la piste. Notre voiture était violette, donc j'ai tout de suite su que c'était la nôtre. Je suis allé jusqu'au virage en épingle à cheveux et en sortant de ce virage, je l'ai vu. J'ai vu son véhicule et plusieurs personnes à côté de lui. Mais rien qu'en voyant comment était positionné son cou, j'ai immédiatement compris qu'il n'était plus de ce monde. Lors de notre conversation, il m'a dit que Senna était profondément affecté par sa mort. Nos pilotes sont bouleversés. Ils ont la tête ailleurs cet après-midi et je les comprends. Ils sont bien placés sur la grille pour le moment. On a bien travaillé, donc on a pris la décision de ne pas ressortir en piste aujourd'hui. C'est pareil chez Benetton. Vous pensez que le circuit est assez sécurisé ? Je ne suis pas qualifié pour parler du circuit. La plupart des journalistes présents n'avaient jamais assisté à une course avec un accident mortel. Ils étaient bien évidemment sous le choc.
Vous voyez, on trouve que la loi de la série, elle commence et on est très inquiet. Alain Prost et d'autres pilotes en sont très conscients. On dit que jusqu'à maintenant, on l'a échappé belle en disant toujours que les voitures étaient devenues de plus en plus sécuritaires. Car effectivement, rappelez-vous Warwick, à Monza, rappelez-vous ce qui s'est passé à Estoril avec Patrese. On a frôlé le miracle avec Fittipaldi qui a fait un looping. Mais à chaque fois, et les pilotes ont raison, on est passé à des millimètres de la catastrophe et on s'est un petit peu réconforté en disant mais ces voitures sont indestructibles. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, on peut plus dire la même chose. Elles sont tellement solides que c'est le corps humain qui, lui, a beaucoup plus de dégâts qu'avant. Alors le débat, il a encore passé. C'est la vitesse excessive des voitures qui est en cause et certainement pas, bien sûr, vous l'avez dit, on peut toujours améliorer un circuit, c'est évident. Mais une chose est certaine, à l'époque où il y a une dizaine d'années, on passait à 220 km/h, aujourd'hui, on passe à 330. L'accident s'est produit à 315 km/h précise par la télémétrie et je pense qu'aucun corps humain peut résister à une telle violence. Dimanche 1er mai, 14h, départ du Grand Prix. Quelques secondes après l'extinction des feux, un accident vient briser le silence tendu du départ. La Benetton de Gigi Leto reste immobile sur la grille. Derrière lui, Pedro Lamy tente de l'éviter, mais le choc est violent. Une roue s'envole, franchit la clôture de sécurité et retombe dans les tribunes. 9 spectateurs sont blessés, dont un policier. L'un d'entre eux, grièvement touché, sombre dans le coma, il survivra, mais gardera de lourdes séquelles. La course est immédiatement neutralisée sous régime de drapeau jaune pendant 5 tours. À la relance, Ayrton Senna s'élance en tête. À 14h17, au 7e tour, dans la courbe de Tamburello, sa Williams FW16 sort de la piste à 305 km/h. Il est évident que la voiture a frotté par terre. À ce moment-là, Ayrton Senna n'avait plus de direction. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était freiner, et c'est ce qu'il a fait. Le professeur Watkins n'est pas monté avec lui. Gerhard Berger se précipite pour demander l'arrêt de la course. À 10 tours de la fin, un nouvel accident dans les stands quand Michel Alboreto fauche 5 mécaniciens, 3 d'entre eux sont plus sévèrement touchés. C'est un week-end que j'aimerais oublier, à cause de l'accident dont a été victime Rubens, celui de Roland hier, d'Ayrton aujourd'hui, et de ces gens dans la voie des stands. C'est une course que j'aimerais oublier assez rapidement. Peu importe si c'est une crevaison, une suspension, beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures actuelles, qu'on s'est posées depuis longtemps. Une remise en question, une prise de conscience absolument indispensable pour l'avenir. En ce qui concerne les règlements techniques, de toute façon, certains diront que de toute façon ces incidents sont inhérents à la compétition et comme c'est des casses mécaniques, ça peut arriver même avec n'importe quel type de voiture. Mais est-ce que ces casses ou ces problèmes ne sont pas dus justement à une succession d'améliorations en fonction des règlements qui changent sans arrêt? Les rivaux et même plus que rivaux à un certain moment, mais tout était bien terminé et aujourd'hui, il m'avait fait un message vraiment qui était très très sympathique. Et pour commencer, un grand bonjour à notre ami Alain. Tu me manques, Alain. Il lui serrait la main avant le début de la course. Je veux dire que c'est rival ou pas rival, je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un qui faisait le même métier que moi et qui a vécu complètement à 100% pour sa passion, si ce n'est à 110%, alors que moi je peux vous dire que j'ai vécu que 95-98%, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait, il était capable de prendre tous les risques pour réussir. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à 18h à l'hôpital Maggiore à Bologne. Le triple champion du monde a été victime d'un terrible accident lors du Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit italien d'Imola. Le journal de Jean-Pierre Tison.
la mort d'Ayrton Senna à 34 ans sur le circuit d'Imola. Il est mort, il s'est éteint il y a quelques instants à Bologne et la nouvelle est officielle. Jean-Michel Rascol. Oui, triple champion du monde, 41 victoires en Grand Prix. J'imagine, Luc Auger, qu'à Imola, la nouvelle fait beaucoup de mal à tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui suivent et qui aiment la Formule 1. Oui, tout le monde ici est anéanti et malheureusement cette nouvelle était attendue d'une minute à l'autre, mais il y a un enchaînement incroyable de fatalités s'est abattu aujourd'hui sur Imola. Il n'y a pas que la fatalité, il y a aussi des mesures à prendre sur le circuit d'Imola, sur les voitures de Formule 1. Nous avons avec nous Jacques Lafitte qui a bien voulu répondre au téléphone à notre appel. Merci Jacques Lafitte d'être avec nous. Jacques, est-ce que ce qui est arrivé cet après-midi était inévitable? Oui, tout d'abord je voudrais saluer le grand courage et le talent de Ayrton Senna qui malheureusement a succombé à ses blessures. Et c'est vrai que c'était un très très grand champion. Et je crois qu'aujourd'hui le sport automobile est en deuil d'un de ses plus grands champions. Et franchement, je suis très triste. On vient de vivre un week-end épouvantable. On a bien vu que l'accident de Senna était très grave. Dire, c'était pas compliqué, il le savait. Il y a eu toutes sortes de théories mises en avant. Malheureusement pour l'écurie Williams, l'une d'entre elles était que la colonne de direction avait eu un problème. Mais ce n'était pas du tout le cas. Ça a terriblement contrarié tous les membres de l'écurie Williams, bien évidemment. Le professeur Watkins m'a dit que si la roue avant ne lui était pas retombée dessus quand il a heurté le mur, parce que la roue a percuté son casque, si la roue l'avait frôlé et ne l'avait pas touché, il n'aurait pas été blessé. Il n'aurait même pas eu un orteil cassé. Rien. Roland Ratzenberger perdait l'aileron avant de sa monoplace et percutait à plus de 300 km/h le mur du virage Villeneuve. L'impact, d'une violence inouïe, évalué à plus de 500 G, le plus fort jamais enregistré en Formule 1, provoqua une fracture basilaire du crâne. Comme pour Senna, la roue avant gauche avait pénétré la cellule de survie. Mais à la différence du pilote brésilien, cette roue est restée basse, frappant violemment la région thoracique. Roland Ratzenberger est mort sur le coup. Officiellement, la mort d'Ayrton Senna est annoncée à 18h40 à l'hôpital Maggiore de Bologne. Pourtant, selon plusieurs sources médicales fiables, le triple champion du monde était mort sur le coup. Le professeur Sid Watkins, présent sur place, dira « Je ne suis pas croyant, mais j'ai senti que son âme l'avait quitté ». La doctoresse Maria Teresa Fiandri, après plusieurs tentatives de réanimation, renoncera à 18h37. Ce choix médical confirme que l'heure réelle du décès serait 14h17, l'heure de l'impact. La cause probable. Un bras de suspension ayant transpercé le casque, causant une fracture fatale à la base du crâne, après que la roue avant ait violemment heurté la zone frontale droite. D'après les images 3D, sa tête aurait brièvement touché le mur, mais cet impact secondaire n'est pas la cause principale de son décès, car le pire à ce moment-là était arrivé. Jamais depuis le Grand Prix de Belgique 1960, où Chris Bristow et Alan Stacey avaient trouvé la mort, deux pilotes n'avaient perdu la vie lors d'un même week-end de course. Depuis 1953, 35 pilotes ont trouvé la mort en course. Dans les années 50 ou même encore 60, on rappelle que les pilotes dont roulaient en polo n'avaient pas de ceinture de sécurité, il n'y avait même pas d'arceau de sécurité. Donc quand la voiture malheureusement partait en tonneau, en général le pilote était tué. Face à l'hécatombe, la Fédération internationale de l'automobile a progressivement mis en place des mesures pour améliorer la sécurité. Limitation de la puissance des moteurs, crash test obligatoire ou encore augmentation du poids minimum de la voiture. Depuis les accidents de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna en 1994, la Formule 1 semblait devenue beaucoup moins dangereuse. La peur qu'un pilote se tue au volant s'était apaisée. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel en Formule 1 parce que tout s'est amélioré, les circuits, les voitures, les casques, les équipements. Mais la F1 reste quelque chose de dangereux, on le sait, et on ne peut pas rouler à plus de 350 km/h en se disant « il ne peut rien m'arriver ». L'accident mortel du Français Jules Bianchi en 2014 au Japon a rappelé à tous que la mort peut encore frapper un Grand Prix.
Les bolides sont désossés et les mécaniciens s'assurent de l'état du châssis, la partie centrale de la monoplace. Le moteur est fixé au châssis et les suspensions aussi. Le châssis est la cellule de sécurité du pilote, là où il est entièrement protégé. Pour toutes les écuries, le châssis est une préoccupation importante, car c'est la plus grande pièce de la voiture. Ces différents éléments sont conçus pour assurer la sécurité du pilote. Ça, c'est le roll-loop, une sorte d'arceau. Si le pilote a un accident et se retourne, cette pièce en titane le protège lorsqu'il est à l'envers. Installé dans sa F1 comme dans une baignoire, le pilote doit pouvoir être rapidement extrait du châssis en cas d'accident. Ça, c'est le siège baquet. Il est fait sur mesure pour chaque pilote. Il le maintient exactement dans la bonne position. Il y a aussi un autre système de protection. En cas de crash, on extrait le pilote de sa voiture tout en protégeant sa colonne vertébrale et sa tête s'il y a une blessure à la nuque ou au dos. Alors ici, vous avez affaire à un tube de crash latéral, soit contre une barrière, soit une autre voiture qui viendrait impacter le véhicule. Donc cette pièce se trouve sous la carrosserie, à cet endroit-là. Il y a un crash inférieur et un autre crash supérieur qui n'est pas montré ici. Je vais vous montrer l'exemple type d'un impact. C'est un impact à peu près à 40 km/h. Et vous voyez évidemment, c'est une vidéo ralentie qui montre à quel point le carbone est capable de dissiper l'énergie. En gros, il reste que de la poussière de carbone à l'arrivée. Pendant longtemps, un des plus grands dangers en cas d'accident était l'explosion de la monoplace. Mais à partir des années 70, la réglementation a imposé aux constructeurs un nouveau système de canalisation de l'essence. Aujourd'hui, heureusement, il y a bien longtemps qu'on n'a plus vu d'incendie en Formule 1, parce que toutes les connexions sont ce qu'on appelle auto-obturables. C'est-à-dire que si on arrache une conduite d'essence, même à très haute pression, rien n'en sort. On n'a même pas de quoi allumer un briquet ou une allumette, parce que instantanément, la canalisation s'obture. Même si les incendies sont de moins en moins nombreux, la voiture est aussi équipée d'un système anti-feu très sophistiqué. Ces goupilles oranges déclenchent les extincteurs. Elles sont facilement accessibles par les mécaniciens et les commissaires de course. Il y a plusieurs jets orientés vers le pilote et il y en a d'autres qui arrosent le moteur en cas d'incendie dans le compartiment arrière. La Formule 1 est vraiment un sport sûr. Mais le plus gros défi est de travailler conjointement avec les instances dirigeantes, ceux qui font la réglementation, et les écuries, pour maintenir un niveau de sécurité optimal, tout en préservant le spectacle sportif. Depuis la création du championnat du monde de Formule 1 en 1950 à Silverstone, nos circuits ont été le théâtre non seulement de triomphes et d'exploits, mais aussi de tragédies qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du sport automobile. Aujourd'hui, nous revenons en images pour rendre hommage aux 44 pilotes qui ont perdu la vie sur une piste. Ces hommes, qui les combattus sur les circuits de F1, sur les redoutables 500 miles d'Indianapolis en IndyCar, ou dans d'autres disciplines du sport automobile, ont versé leur sang pour une passion commune, la quête de la vitesse et l'amour de la course. Leur sacrifice nous rappelle combien le sport est dangereux et nous incite à ne jamais oublier ces héros qui, par leur courage et leur détermination, ont inspiré des générations entières. Chaque image, chaque souvenir est un hommage à leur talent et à leur esprit combatif. En évoquant ces visages, ces noms, nous saluons leur dévouement, tout en honorant la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous. Ils ont laissé un héritage qui pousse constamment à améliorer la sécurité et à innover pour que de telles tragédies ne se répètent jamais. Que ce retour en images soit un hommage sincère et solennel à tous ceux qui ont perdu la vie sur les circuits, et un rappel de l'engagement indéfectible de ceux qui continuent de faire vivre la passion du sport automobile.